Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens donc ouvrir un nouveau vlog. On est lundi, je viens ouvrir un lundi, c'est rare. Je viens entre deux siestes comme d'habitude. J'ai pas mal de choses à vous montrer, à vous dire de ce qui s'est passé depuis le dernier vlog. J'ai pas revlogué pendant bien 2 semaines, non une semaine et demie, mais j'ai eu pas mal de temps pour lire et j'ai aussi des réceptions, donc voilà, donc je vais tout vous montrer. Donc je vais peut-être commencer par mes lectures terminées. J'ai donc terminé 2 lectures. J'ai terminé donc l'énigme de la boule de neige, je vous avais parlé dans le dernier vlog de Anna Tedroux. Donc c'est une enquête en fait, comment ça s'appelle, un jeu de piste dans Paris sur le thème donc de Chagall ils doivent en fait retrouver une toile de Chagall qui a disparu et en fait il faut savoir que les œuvres de Chagall ont été en fait pillées, ce que j'ai compris, par quelqu'un dans les années 80 et en fait c'est retrouver où est-ce que cette personne-là a mis les toiles de Chagall. Moi j'ai trouvé en fait l'enquête très intéressante parce qu'on a pu, donc j'ai pu découvrir, je savais qui était Chagall, je connaissais ses œuvres, mais j'ai pu donc un peu plus découvrir grâce à ce roman. Mais il me manquait plusieurs choses. Parfois j'ai trouvé ça un peu trop gros, je dirais, et même trop, je sais pas, voilà, par exemple la fin, je suis un peu restée, bon, ok, c'est ça la fin. J'étais un peu déçue, mais tout de même c'était une bonne lecture, j'ai bien quand même dévoré tout ce qui était donc, on va dire, en fait Chagall a donc a eu donc comment ça s'appelle, un atelier qui s'appelle donc à la ruche, et la ruche, je connaissais bien la ruche parce que j'ai pas mal étudié les ateliers de peintres dont la ruche, et j'ai trouvé ça super qu'ils en parlent, qu'ils aillent la visiter, j'ai trouvé ça top. On visite l'Opéra de Paris, on visite vraiment tout Paris, et je trouve ça en plus à Noël, dans le thème de Noël, donc j'ai trouvé ça hyper sympa quand même, la thématique. Juste l'histoire est un peu dur. Moi j'ai eu du mal avec l'histoire d'amour à côté, mais l'enquête et l'énigme est pas mal. Donc est-ce que c'est vraiment, on va dire, un thriller ou un truc comme ça? Je dirais pas. Un cozy mystery, pas un cozy murder, cozy mystery, pourquoi pas, mais en tout cas très sympa à lire. J'ai aussi donc terminé Anatomie d'un commissariat, donc que j'ai reçu de la part, vous savez, j'en ai parlé, de Bayer Graphique, donc je suis partenaire, qui sort donc le 8 janvier, cette roman graphique, très 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 bien, je vous le conseille. Je trouve que j'avais des préjugés sur la police, et ben, je trouve que ça m'a totalement en fait enlevé les préjugés. On comprend un peu mieux le rôle des policiers de nos jours en fait, surtout il y a des postes qui sont pas faciles en policier et qu'ils sont payés au lance-pierre et ils se font parfois insulter toute la journée. Bon bref, c'est pas mal du tout, moi je trouve. J'ai découvert pas mal de choses. Les dessins sont bien, c'est vraiment, je vous le conseille vraiment. C'est un très très bon roman graphique. En tout cas, moi j'ai apprécié ma lecture qui se lit très très vite et voilà, j'ai appris beaucoup de choses et je suis super contente. Voilà pour mes 2 lectures terminées. Niveau réception, j'ai reçu ce roman. En fait, c'est. Comment elle s'appelle? En fait, c'est comment ça? Une agence d'influenceurs Bookstagram qui m'a proposé en fait de recevoir un roman. Euh, et j'ai dit pourquoi pas, parce que ça me fait totalement sortir de ma zone de confort. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est donc Girls, Bride et Préjudice de Solène Kate que j'ai reçu et que en fait, en fait, quand j'ai lu le résumé, quand ils m'ont envoyé le résumé, j'ai dit pourquoi pas. Ça me sort totalement de ma zone de confort. C'est pas du tout ce que je dis d'habitude, mais pourquoi pas. Donc je vais lire le résumé
Écrire une histoire d'amour ou bien la vivre, pourquoi choisir? Après l'échec de son histoire avec Yasmine, Tiana se lance dans l'écriture d'une romance lesbienne, bien qu'elle publie habituellement de la fantaisie. Convaincue qu'Alicia, son éditrice, l'adorera autant qu'elle, c'est la douche froide lorsqu'Alicia lui annonce que ce roman n'a pas sa place dans le catalogue des éditions Martin. Déçue, Tiana s'interroge. Pourquoi Alicia, pour laquelle elle a des sentiments, refuse-t-elle vraiment ce manuscrit? Quant à Alicia, se montrera-t-elle ce que la raison lui dicte pour les beaux yeux de son auteur préféré, de son autrice préférée? La situation semble bloquée jusqu'à ce qu'un concours de circonstances réunisse les deux jeunes femmes lors d'un atelier d'écriture aux méthodes pour le moins extravagantes. Et si la réalité rattraper la fiction. Voilà. Donc c'est une romance gay, lesbienne. Et donc c'est la première fois que... Ah si, je crois que j'en ai déjà lu une qui était pas mal aussi. J'avais beaucoup aimé. C'était Folio qui me l'avait envoyé. Ah, faut que je retrouve. Mais en tout cas, c'était vraiment pas mal aussi. Et là, je me dis, pourquoi pas. Voilà, voilà. Et donc ça a eu le prix Néon 2024. Ça a gagné. Donc voilà, donc je suis assez intriguée par cette lecture-là. Donc c'est une romance, c'est vrai que je sors en fait de mes zones de confort parce que je suis pas trop romance. Donc on verra, on verra. En tout cas, en passant de le lire, ça va être sympa. Donc voilà pour ma réception. J'ai donc aussi reçu une grosse réception. Je me suis fait un cadeau de moi à moi-même pour Noël. Voilà, j'ai décidé que je me gâtais. Moi, je vous conseille de le faire, ça fait du bien de se gâter. Donc je me suis offert un coffret Cube, un roman historique. Je me suis dit, allez, j'ai vu qu'il y avait des prix, j'ai fait, allez, je vais me le prendre. Ça fait longtemps qu'il me disait. Donc voilà, donc c'est un coffret. C'est pas la première fois que je me prends un coffret, ça doit être la deuxième fois. Et souvent les coffrets sont top chez Cube. Donc on a en fait des livres, mais on a aussi des petits goodies qui sont aussi sympas. Je vais commencer par les goodies. Donc en goodies, j'ai eu... Ça sent la lavande, vous pouvez pas le sentir, mais ça sent la lavande dans mon truc, dans mon colis. J'ai eu donc une petite tisane à la camomille. La boîte est trop belle. Je sais même pas comment on fait pour ouvrir. Ah non mais bon, bref, c'est des... C'était à la camomille pour avant de dormir. Voilà. Je regarde, c'est mon fils qui dort encore. J'ai eu un petit savon au lait d'ânesse à la lavande. C'est pas ça qui sent la lavande, c'est autre chose. Mais ça aussi, ça sent bon. Et j'ai eu herbes de Provence. Ah mais non, alors c'est ça qui sent la lavande. Des herbes de Provence, j'ai eu. Et là, pour les goodies, j'ai eu aussi un petit marque-page. Et voilà, et là, c'est un petit fascicule avec les livres que je vais vous montrer. Donc, dedans, il y a 4 livres. Le premier, c'est La vie volée de Martin Sourire, de Christian Chevassieux. Alors, désespérée de ne pas avoir déjà enfanté, la reine Marie-Antoinette se console en adoptant des orphelins comme ce gosse recueilli au bord d'une route et qu'elle prénomme Martin. Mutique et solitaire, il gagne très vite une réputation de sauvage et grandit comme vacher près du petit Trianon dans une ferme modèle où la monarque se rêve en bergère. Mais est-ce vraiment la place de Martin? Quand arrive l'année 1789, sa rencontre avec le peuple brutal, miséreux et grondant, va bouleverser son destin. Du château de Versailles à la grouillante rue parisienne, des cuisines, d'un restaurant de luxe au massacre de la guerre de Vendée, Christian Chevassieux nous guide dans le tourmente révolutionnaire et ressuscite des années décisives où l'espoir se mêle aux trahisons. Ça a l'air super bien. Ça a l'air vraiment top. Hop, voilà, le premier roman. Le deuxième, celui-là aussi il a l'air pas mal. Le roi transparent de Rosa Montero. Lorsque, pour échapper au viol et à la mort, la jeune Léola revêt l'armure d'un chevalier tué, elle ne sait pas qu'elle va dorénavant devoir vivre comme un homme et apprendre à se battre.
Ninève, la rousse, la guérisseuse, la sorcière, devint son guide et l'aide à grandir et à faire sa route de femme indépendante dans ce Moyen-Âge réel et fantasmé qui permet au talent de conteuse de Rosa Montero de nous montrer en l'espace d'une vie, un siècle, qui marque l'ouverture du Moyen-Âge vers la Renaissance. Léola va apprendre à penser et à écrire, fréquenter la cour d'Aliénor d'Aquitaine, voir la corruption de l'Église et le fanatisme de l'Inquisition. Admirer la lutte des cathares, découvrir les pouvoirs de l'imagination et rêver du roi Arthur tout en évitant soigneusement la malédiction du roi transparent. Le grand talent de Rosa Montero est de savoir tenir le lecteur prisonnier de son histoire tout en l'amenant à s'interroger sur un siècle turbulent et déroutant, peut-être à l'image d'une autre. Émouvant et épique, original et puissant, ce roman a la force irrésistible des histoires que le lecteur a du mal à abandonner. Ça a l'air vraiment top. C'est aussi un petit pavé, mais ça a l'air vraiment super bien. Donc voilà, c'est une autrice espagnole, mais elle parle de la France, donc voilà. Vraiment top. J'ai jamais lu de roman de cet auteur, mais là, il y en a plein. Donc voilà. Le roi transparent, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti janvier 2008. Ah oui, quand même, ça fait un petit moment. Voilà pour ces deux romans. Les deux autres, c'est La bataille d'Occident d'Éric Vuillard. De l'ambition d'un stratège allemand à l'assassinat d'un archiduc, du chemin des dames à la bataille de la Somme, du gaz moutarde au camp des prisonniers, la bataille d'Occident alterne portraits intimes et scènes épiques, ou émouvantes pour offrir un récit très personnel à la Grande Guerre, irrigué d'une érudition et d'une ironie constante. Revisitant de manière polémique le premier conflit mondial, cette ère de la guerre met en parallèle les stratégies militaires et leurs conséquences désastreuses à travers quelques journées décisives. Le gâchis est sans précédent, la chair à canon n'aura servi que aux intérêts financiers et politiques de décideurs sans scrupules. L'Occident est bel et bien entré dans la modernité. Ça a l'air vraiment pas mal ça aussi. Donc ça c'est vraiment un roman sur la Première Guerre mondiale. Le quatrième, c'est donc Les soldats de Salamine de Javier Cercas. Dans les derniers jours de la guerre civile espagnole, l'écrivain Rafael Sánchez Mazas est un des fondateurs de la Phalange. Échappe au peloton d'exécution des troupes républicaines en déroute grâce à un soldat qui, l'ayant vu, lui laissait la vie sauve. 60 ans plus tard, un journaliste s'attache au destin des deux adversaires qui ont joué leur vie dans un seul regard et entreprend de recueillir des témoignages pour transformer cette histoire en fiction. Roman document qui a bouleversé l'Espagne et connu une carrière internationale, ce livre est porté par une réflexion profonde sur l'essence même de l'héroïsme et sur l'inéluctable devoir de réconciliation. Ah, il a été adapté au cinéma. Cool, je connais pas du tout. Donc voilà. Ça c'est Babel. J'aime bien en plus les éditions Babel, ils font souvent des choses bien. Donc voilà ce que j'ai eu dans cette petite box, enfin cette grande box, qui est vraiment top. En tout cas, moi je vous conseille, si vous connaissez pas Cube avec leur box, vraiment ils font des choses sympas, en tout cas pour offrir. Je trouve ça sympa. Je vais me dépêcher parce qu'il y en a un qui râle là. J'ai encore, je vais vous montrer mes lectures en cours. Je suis donc toujours, je crois que je vous avais dit, je lis en lecture audio Frida. Mais j'ai bien avancé, hein. Je suis pas là. J'ai bien avancé, je suis super contente. Ah, je sais plus. Je sais plus. Ah non, je suis à là au moins. Ah oui. Voilà, je suis à là à peu près. J'ai bien avancé, hein. J'ai
bien avancé. En fait, c'est les parties, elles sont vraiment toutes petites. Ouais, je suis 171, j'ai bien avancé dans ce roman, je suis super contente. Ça s'écoute très 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 bien. C'est des petits chapitres et souvent, ouais, on est bien, voilà, je suis à 171. Donc j'avance bien, toujours bien. Donc c'est vraiment, donc on est dans les années, ouais, 12, c'est ça, à ce jour, oui, 1912. En tout cas, on est très. C'est vraiment la libération. Alors, moi, je dirais la libération de la femme. Donc, non, c'est plutôt les années 60, voilà, c'est années 12. Mais plutôt, on va dire une libération des mœurs, plutôt. Où, en fait, les femmes commencent un peu plus à s'assumer. Il y a donc des femmes qui disent on va commencer à s'élever en ayant donc, le droit de vote. Donc, ça, c'est les suffragettes. Mais plutôt, elle, Frida, c'est plutôt je vais commencer à m'émanciper comment ça s'appelle en me libérant en fait du patriarcat, donc c'est très communiste, mais aussi du fait que d'avoir un mari c'est trop c'est trop vieux jeu et qu'il faut être moderne, il faut avoir en fait plusieurs amants. Donc voilà, c'est surtout ça en fait qui règne dans ce roman. Et Frida donc a eu un amant qui s'appelle Otto, qui est donc en Allemagne. Cet amant-là était aussi l'amant de sa sœur. Voilà. C'est lui en fait qui l'a un peu fait découvrir qu'elle peut en fait être se libérer de tout ça en ayant en fait des amants. Et voilà, donc elle est on va dire que le personnage est très ambivalent. On va dire que le personnage, je la trouve courageuse parce qu'elle vit avec un homme qui est très conventionné, très anglais, qui est très qui s'offusque de certaines choses qui pour nous ne sont pas offusquants, mais pour, voilà, pour cette époque aussi. Et en fait, elle s'ennuie dans ce couple-là. C'est morose, elle a eu 3 enfants, elle en a marre. Elle aimerait surtout en fait pouvoir vivre sa vie, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça. Donc ce roman-là, en fait, c'est vraiment ça, la libération, et c'est vraiment l'histoire de cette Frida qui est donc qui a inspiré Lady Chatterley, l'amant de Lady Chatterley, et c'est de D.H. Lawrence. Et en tout cas, pour l'instant, moi j'aime bien, j'aime beaucoup cette écoute. Ça change en fait, ça change beaucoup de ce que je lis d'habitude. C'est toujours une lecture historique, donc j'aime beaucoup. Donc je me trouve en Angleterre, on prend le thé, on prend les petits scones, et je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà pour ma lecture audio en cours. Donc en lecture papier, je suis toujours, vous savez, je lis toujours mes calendriers de l'Avent. Donc je suis toujours donc, sur Secret Santa de Sophie Jomain. Donc c'est toujours ce que je vous disais, un peu romançado. Je... Au départ ça me gênait, c'était ah non, c'est chiant, c'est gnangnan et tout. Et là ça va, je me prends un peu au jeu. En fait comment dire, je réfléchis pas trop. Donc pour l'instant j'aime bien et je suis toujours impatiente quand même de découvrir le chapitre du jour. Donc pour l'instant c'est une très bonne lecture pour moi. Pas une très très bonne. Le deuxième donc c'est toujours 24 étoiles pour Noël donc de Sophie Rouvier et Matou. Que j'aime bien aussi, que je préfère presque, c'est des petits chapitres en fait, où on a chaque personnage de l'immeuble, on les découvre, et en fait après ils vont se rencontrer, donc en ce moment ils se rencontrent un peu tous, et voilà, et en fait celui qui fait un peu le lien avec eux c'est Bastien qui est en fait le gardien. Moi je trouve ça sympa, j'ai vu qu'il y avait énormément de critiques sur ce roman là, mais beaucoup de critiques. Disant que l'histoire est nulle, que les chapitres sont trop petits. Moi, je vous avoue que je préfère des chapitres petits. Surtout que comme ça, je peux lire en fait un autre livre à côté. Donc moi, pour moi, ça m'arrange plus d'avoir des chapitres petits que des chapitres qui durent 20 pages à lire par jour. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Les dessins sont très beaux. Les personnages sont attachants. Moi, en tout cas, c'est totalement l'inverse de tout le monde. Donc voilà, moi je dis tout le temps, ne jamais trop prendre l'avis des autres et faire son propre avis sur un roman. Et là c'est totalement ça, je fais mon propre avis sur ce roman-là. Moi je peux vous dire que j'aime beaucoup. Et niveau lecture après que je lis donc avec ces deux-là, je lis donc Meurtre en Mésopotamie d'Agatha Christie que j'ai commencé là ce week-end.
Voilà, j'ai lu que 40 pages, hein. Je le lis pour le book club donc notre book club ce mois-ci, c'est lire un Agatha Christie. En plus, je crois que c'est moi qui donnais ce thème-là, donc je suis trop contente. Moi, j'adore Agatha Christie. Ça me permet de lire un roman de cet auteur que j'aime beaucoup. Là, c'est un Poirot, donc je sais qu'il y a Poirot qui va arriver. Et voilà. Et c'est pas mal parce que on change un peu d'ambiance. Bon, il y a Mort sur le Nil qui est en Égypte, où on est dans une autre ambiance aussi. Mais là aussi, j'aime bien Meurtre en Mésopotamie pour l'instant. Et voilà, je vous en parlerai un peu plus après. Pour l'instant, je suis vraiment au tout début, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai parlé pendant 20 minutes. Je vais vous laisser là. Et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi. Je vous prends parce que j'ai eu une petite réception en fait. J'ai fait une commande sur Gilbert Joseph et je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Et voilà, je souhaite aussi vous parler de mes lectures en cours. Je peux peut-être commencer par mes lectures en cours, notamment la lecture audio, donc Frida, de Annabelle Abbs. Je suis à la moitié de l'écoute. J'aime beaucoup, vraiment une très très bonne écoute. Je suis happée par l'histoire de Frida, qui est quand même une femme très frivole et une femme très libre pour son temps et que j'aime beaucoup. Mais bon, je pense qu'il va avoir quand même, il va se passer quelque chose parce qu'on est en 1912. Mais voilà, il y a la Première Guerre mondiale qui arrive bientôt. Est-ce que je me demande si ça va pas non plus ça va pas comment dire, se terminer avec ça. Mais voilà, donc là, Frida, elle a rencontré donc D.H. Lawrence, vous savez, celui qui a écrit L'amante de Lady Chatterley, qui est en fait c'est l'histoire, c'est le livre a inspiré en fait, s'est inspiré de l'histoire de cette femme-là, Frida von Richthofen, qui s'est mariée avec Mr. Weekly. Et elle s'ennuie avec Monsieur Weekly et donc elle prend des amants. En fait c'est vraiment, elle se libère en fait. C'est vraiment la femme libérée de ce temps-là. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Moi pour l'instant je me régale dans cette écoute. Donc voilà. Niveau de lecture, donc j'ai bien avancé sur Meurtre en Mésopotamie d'Agatha Christie. Donc j'ai lu 100 pages. Hercule Poirot est arrivé, le meurtre est arrivé, Hercule Poirot est arrivé. Donc je suis assez contente parce que j'avais peur que ça prenne du temps en fait à arriver tout ça, mais en fait non, c'est arrivé assez vite. Et je suis contente de ma lecture, j'aime bien. Au départ j'étais mais en fait ça va, je retrouve en fait l'écriture d'Agatha Christie et en fait ou peut-être la traduction qui est pas mal aussi et j'aime bien et c'est toujours aussi plaisant de lire un Agatha Christie, surtout je trouve que je finis la fin d'année avec un Agatha Christie, donc je suis assez contente. Je suis toujours en cours sur mes 2 lectures de l'Avent, donc Secret Santa et 24 étoiles pour Noël. Secret Santa, comme je vous ai dit, c'est un peu trop gnangnan pour moi. C'est ouais, un peu lycéen, un peu collégien. Un peu lycéen, pardon, pas collégien, hein. Un peu lycéen et je m'ennuie pas, mais c'est ah, je suis riche, mais je le cache pour pas non plus, pour pas que les gens sachent que je suis riche et que je puisse traîner avec eux parce qu'ils n'ont pas les moyens. Je sais pas comment, je trouve ça un peu bizarre en fait. Bref, je sais pas si de nos jours les jeunes pensent comme ça, mais voilà, j'aime bien, mais sans plus. Je le lis parce que c'est comment dire, c'est un calendrier de l'Avent et voilà, je le lis. 24 étoiles pour Noël, comme je disais, moi j'aime même mieux parce que c'est des petites histoires, des petites scénettes entre les personnages donc, de l'immeuble et je trouve ça vraiment sympa et vraiment cosy. Moi c'est ça que j'aime bien, cosy et plaisant à lire. Donc voilà pour mes lectures en cours. Donc j'ai fait une petite commande sur Gibert, notamment pour prendre en fait un livre pour mon chéri pour Noël. De toute façon il regarde pas mon vlog donc je peux dire ce que j'ai pris. Et de toute façon je pense que je vais sortir le vlog
Aujourd'hui, on est le 19 décembre. Alors, peut-être que je sortirai pour Noël. Donc, en soi, s'il le voit, il aura vu ses cadeaux. J'ai commandé pour le dernier David Fuenkinos. En fait, tous les deux, on aime bien David Fuenkinos. Et en fait, il m'en avait parlé parce que David Fuenkinos était au, au Salon du Livre, au Festival du Livre de Paris. Et on n'a pas pu le voir, je ne sais plus pourquoi on n'a pas pu le voir. Bon, de toute façon, moi j'étais enceinte, j'étais fatiguée, je suis pas non plus restée très très longtemps. Il m'en avait parlé, et lui qui avait bien aimé en fait David Fuenkinos avec numéro 2, je savais que le dernier lui plaisait bien aussi. Donc je lui ai pris. Je peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà emballé. Donc voilà, c'était pour ça. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de réductions, donc je m'en suis pris 3. Donc le premier que je me suis pris, c'est Chanson douce de Leila Slimani, que j'ai jamais lu, je connais pas cette autrice. Enfin, mes copines du book club, je sais qu'il y en a qui connaissent et qui ont beaucoup aimé, surtout celui-ci. Et je m'étais dit, bon allez, pourquoi pas tenter. Je vais vous lire le résumé. Lorsque Myriam décide, malgré les réticences de son mari, de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche de nounous. Après un casting sévère, ils engagent Louise et sont conquis par son aisance avec Mila et Adam, et par le soin bientôt indispensable qu'elle apporte à leur foyer, laissant progressivement s'installer le piège de la dépendance mutuelle. Oh, ça me fait un peu peur. J'ai pas lu le résumé. En fait, je dis ça, je vais laisser en fait mon loulou là bientôt à une nounou, donc ça me fait un peu bizarre. Oh, je sais pas si je vais le lire tout de suite. Ouais, je vais peut-être patienter avant. Le deuxième roman que j'ai pris, c'est Il me tentait énormément. Je crois que je sais plus si j'en ai parlé, mais il me tentait énormément. Je le voyais, je me suis dit, oh là là, mais il était bien trop cher. Et j'ai trouvé en occasion à Gibert. J'ai dit, ah non, je le prends. Celui-ci, il est trop beau et il a l'air trop bien. C'est donc l'énigme de Turnglass. Et en fait, il y a un côté et de l'autre. Et en fait, c'est deux histoires à lire. Et moi, ce que j'ai compris, il fallait que je commence tout d'abord. Attendez, j'enlève juste l'étiquette parce que c'est moche. Donc, ce que j'ai compris, il fallait que je lise d'abord ce côté-là. Ceux qui l'ont déjà lu. Hein. Et après, de ce côté-là, le rouge. Donc, je peux vous lire le résumé, mais je crois que voilà, c'est ça. Donc, le résumé noir. Angleterre 1881. Siméon Lee, un jeune médecin, se rend sur l'île de Ré chez son oncle, Oliver House, je sais pas comment on dit. Ce dernier, gravement malade, est persuadé d'avoir été empoisonné. Peu de temps après son arrivée à Turnglass, l'unique maison de l'île, Siméon fait une découverte, des plus étranges. Dans un coin de la bibliothèque se trouve une cage de verre, dans laquelle est enfermée une femme. Quel secret cache-t-elle? La vérité se trouve peut-être dans le journal intime d'Oliver, qui raconte une histoire très différente selon le sens dans lequel on le lit. Et donc, l'autre côté rouge, Californie 1939. Oriver Tooke, écrivain et fils du gouverneur de l'État, est retrouvé mort. La police conclut un suicide, mais cette hypothèse ne convainc pas son ami Ken Curion, qui décide d'enquêter et découvre de nombreux éléments troublants dans le passé de cette célèbre famille. Pour déterrer la vérité, Ken devra déchiffrer les indices cachés dans le dernier ouvrage d'Oliver, un roman tête-bêche intitulé L'énigme de Turnglass, dont le héros est un jeune médecin appelé Siméon Lee. Ça a l'air vraiment trop bien. J'ai l'impression que ça a l'air... ça retourne la tête, c'est ça que j'aime bien dans ces romans-là. Mais ouais, c'est ça. Donc je pense que je vais commencer par 1800, je pense que c'est plus logique. Et après, je terminerai par l'autre, en fait. Mais ouais, ça a l'air trop bien. Donc voilà. Il me tentait tellement ce roman et je le voyais. Oh là 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 là. Au départ, je me suis dit, ouais, je vais le demander à Noël. Et en fait, je me suis dit, non. Si je le trouve en occasion, je préfère me le prendre. Et le dernier roman que j'ai pris, c'est donc celui-ci. C'est La maîtresse et des ombres de Eric Bonny. Je crois que ma copine... Lorraine du Bouclet l'a lu parce qu'elle est en fait partenaire des éditions Jeanne et Juliette. Ouais, elle a dû le lire. En tout cas, moi, juste le résumé me dit énormément. Je suis désolée, j'enlève encore l'étiquette, mais ça fait moche derrière. Hop. Une chute vertigineuse au cœur du spiritisme à la belle époque.
Exposition universelle 1900. Alors qu'elle assiste à une expérience scientifique d'électrocution publique devant le palais de l'électricité, Alice, jeune bretonne, réfugiée à Paris, est témoin de la mort d'un chimiste de renom, dont d'étranges conditions, mais surtout de l'apparition d'un spectre qui terrifie la foule. Dès lors, au mépris des conventions, elle se met en tête de devenir journaliste et d'enquêter aux côtés des reporters Gustave Boivion et Gaston Leroux sur ce décès mystérieux. Le premier d'une longue série. Ainsi s'ouvre une traque aux fantômes qui conduira Alice aux portes du monde des esprits, où science, charlatans, spirites, ectoplasme et sociétés secrètes hantent les nuits de la capitale. Ça a l'air vraiment bien aussi. Moi, j'adore les trucs comme ça. Qui font un peu froid dans le dos et tout. J'ai lu cet été un roman un peu comme ça sur un fantôme qui était vraiment bien. C'était Simone Saint James, c'est ça? Ouais. Qui était vraiment bien. Et qui était vraiment bien sur les sorcières. C'était cet été que je l'ai lu. Et je trouve que ça me fait penser un peu à ça. Donc trop impatiente de le lire aussi. Il a l'air vraiment top. Donc voilà pour mes achats à... mes achats chez Gibert. Je pense vous le laisser là. J'ai pas de réception, je crois, à recevoir. Peut-être surprise, je ne sais pas encore. Mais ouais, je pense que je vais vous laisser là. Ah si, je voulais vous montrer, je vous ai même pas montré. J'ai ma maman, elle m'a fait un petit calendrier de l'Avent trop mignon. C'est une petite bibliothèque. Moi, je l'ai quasiment fini, on est le 19. Mais voilà, je voulais vous le montrer, elle est trop mignonne. Avec des petits livres et tout en carton. En plus, donc c'est réutilisable. Donc l'année prochaine, mon chéri pourra me refaire un petit calendrier de l'Avent, s'il veut, bien sûr. mais voilà, je voulais vous le montrer, je le trouvais trop mignon. Ouais, elle m'a fait ça, elle m'a mis plein de trucs à l'intérieur, trop bien. Donc voilà, je vais vous laisser là. Moi, je vais vous laisser là. J'espère vous reprendre bientôt tout de même, parce que là, en fait, les fêtes arrivent à grands pas. Donc j'espère avoir le temps de vous filmer. Voilà, peut-être au moins vous filmer mes cadeaux. Peut-être, c'est bien. Si j'ai eu des livres, bien sûr. Mais je pense que j'en aurai. Donc voilà, je vous laisse là. On se retrouve tout à l'heure. Hello! Alors aujourd'hui, on est dimanche. Je réfléchis, on est dimanche, on est le 23 décembre. Dans 2 jours, c'est Noël. Je vous prends pour vous montrer, j'ai eu 2 réceptions et pour vous montrer aussi mes lectures en cours. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire niveau lecture en cours, je suis toujours sur les mêmes lectures. Mais voilà, je voulais quand même tout de même vous parler de ça. Je vais peut-être vous montrer mes réceptions tout d'abord. Donc j'ai en fait, faut savoir que avec ma banque, bon je sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça, de banque, en fait dès que tu utilises ta carte bleue, tu as des points, bref, et en fait tu fais une cumule de points et à la fin les points tu peux en fait avoir des cadeaux. Donc la banque fait des cadeaux. Et moi souvent je peux commander 1 ou 2 fois par an à peu près, et souvent ils font des super... en fait ils ont un catalogue de romans, et là il y avait un roman qui me disait depuis un petit moment, et qui est dans leur catalogue, et je me suis dit je vais économiser des points pour avoir ce livre là, et donc c'est celui-ci, La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez, que j'entends beaucoup parler, parce que c'est d'actualité, c'est sur en fait la guerre en Ukraine, et on m'a dit qu'il y a que du bien sur ce roman, et donc quand je l'ai vu sur le catalogue, je me suis dit oh là là, il va me plaire ce roman. Je vais vous lire le résumé. Dès les premiers jours de février 2022, à l'image de l'Ukraine tout entière, les danseurs du ballet de l'Opéra national de Kiev sont happés par la guerre. Ceux-là même qui menaient une existence centrée sur leur corps et leur art découvrent la solidarité, la résistance, mais aussi la peur et la mort. Les corps parfaits sont mutilés, certaines amitiés brisées par la trahison. La guerre bouleverse les certitudes et pousse à faire des choix impossibles. Comment imaginer remonter un jour sur scène? Dans-il encore du sens face à la barbarie? L'art est-il un moyen de résister et de défendre son identité? En racontant l'histoire de Viltana et de Dimitrov, un couple d'étoiles amoureux à la ville comme à la scène, Stéphanie Pérez rend grâce au parcours de ces civils qui n'ont pas choisi la guerre, mais se sont découverts patriotes, prêts à tous les sacrifices pour sauver leur nation. Autant d'hommes et de femmes qu'elle a croisés lors de ces 2 dernières années de reportage sur le sol ukrainien. Donc voilà, ça a l'air vraiment top.
Donc voilà, je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais en tout cas, il me disait vraiment bien. D'habitude, je suis pas trop roman de guerre actuelle parce que ça me... J'aime pas trop tout ce qui est guerre, je sais pas, voilà, c'est pas... Qui c'est c'est leur truc, moi voilà, je suis hyper pacifiste et c'est pas mon truc, mais je sais que là, je trouvais que c'était un roman qui avait du sens sur la culture, sur la danse, tout ça, ce voilà, qui me parlait. Parce que moi, par exemple, il y avait un livre que j'avais pas du tout aimé et qui était trop dans la guerre et qui me parlait pas du tout, et qui me faisait au contraire encore plus détester la guerre. Et, euh, et là, je pense que c'est surtout sur c'est surtout les Ukrainiens qui se battent, le patriotisme et c'est voilà, je pense que ça va me plaire. Voilà pour ma petite réception. J'ai eu aussi ma Box Cube que j'ai reçue juste avant Noël. Je suis trop contente. En plus, le roman que j'ai choisi, il est trop bien. Ce mois-ci, j'ai donc eu... Ah, j'ai eu un cookie, mais j'ai oublié, il est dans ma cuisine, mais j'ai eu un cookie qui a l'air trop bon. J'ai donc eu 2 petits thés. Un marque-page tout festif, je trouvais très beau. Avec toujours le petit mot du libraire derrière. Une petite carte. Très belle aussi. Et j'ai eu ce mois-ci, mais vraiment trop contente, vraiment très beau, un carnet de lecture, vraiment trop beau. Alors au départ je pensais que c'était un carnet normal, mais après j'ai vu que c'était un carnet de lecture, mais je le trouve vraiment... Bon, c'est très lambda à l'intérieur, mais je le trouve vraiment très beau. Ouais, tout pailleté et tout, moi j'adore. Trop beau. Et bien sûr la petite gazette. Et donc, le livre de ce mois-ci, c'est celui-ci. Comme si nous étions des fantômes de Philippe Gray. C'est un thriller qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Donc super contente parce que sur la Première Guerre mondiale, j'en ai pas lu énormément de romans. Et là, je me dis que vraiment le résumé avait l'air trop bien. Je vais lire le résumé. 3 mois après la fin de la Première Guerre mondiale, une jeune Anglaise, Amy Vanek, arrive à Amiens afin d'en apprendre davantage sur l'homme qu'elle aime, Edward Aslam, porté disparu dans les tranchées. Les champs de bataille de la Somme sont désormais silencieux. Il ne reste que quelques hommes qui se livrent à la tâche difficile de rassembler les dépouilles et d'essayer de les identifier. Parmi eux, les... Je suis désolée, ça a coupé, je sais pas pourquoi, ça me fait jamais ça d'habitude. Donc j'étais en train de vous lire en fait le résumé. Donc je vais vous recommencer. 3 mois après la fin de la Première Guerre mondiale, une jeune Anglaise, Amy Vanek, arrive à Amiens afin d'en apprendre davantage sur l'homme qu'elle aime, Edward Aslam, porté disparu dans les tranchées. Les champs de bataille de la Somme sont désormais silencieux. Ne reste que quelques hommes qui se livrent à la tâche difficile de rassembler les dépouilles et d'essayer de les identifier. Parmi eux, le capitaine Mackenzie qui se propose d'aider Amy. Mais lorsque l'on trouve 13 cadavres dissimulés dans un tunnel au fond d'une tranchée, celle où Edward a été vu pour la dernière fois, tout change. D'autant plus qu'il apparaît bien vite que leur mort n'a rien à voir avec les combats ni avec l'armée allemande. Ça a l'air vraiment top ce livre. Totalement mon truc à moi. Donc voilà, je suis trop contente de ce roman-là qu'ils m'ont proposé. Quand ils m'ont proposé, j'ai fait ah ouais, je connais pas du tout, ça a l'air top. Donc dites-moi si vous connaissez. Moi en tout cas, je suis très intéressée. Voilà pour mes réceptions. Pour mes lectures en cours, donc je suis toujours en train de lire mes calendriers de l'Avent livresque. Il me reste 2 jours parce qu'on est le 22 aujourd'hui, donc ça s'arrête le 24, donc il me reste encore 2 jours. J'ai toujours les mêmes avis, hein. Toujours un peu gnangnan, romance adolescente. Et là, c'est des petites scénettes à chaque fois que j'aime bien. Là aujourd'hui, par exemple, c'était très joli et très mignon. Donc voilà, à voir quand est-ce qu'il va y avoir un petit dénouement dans celui-ci parce que là je vois pas trop de dénouement arriver. Que dans celui-là, le dénouement on le voit quand même bien arriver avec ses gros sabots. Donc voilà pour mes lectures en cours. Je suis toujours aussi en train de lire donc Meurtre en Mésopotamie. Je suis à un peu plus de la moitié. J'espère vraiment le finir là demain, mais j'ai un peu de mal à lire en ce moment. En fait ça c'est plus facile à lire les calendriers de l'Avent parce que c'est des chapitres à chaque fois. Que là j'ai un peu de mal à me dire bon allez je lis 50 pages. C'est compliqué parce qu'avec bébé qui me demande beaucoup d'attention, j'ai un peu de mal, mais bon, j'essaye. J'aimerais en fait le finir avant le 24. Donc on est le 22. Si ce soir j'arrive à lire 50 pages et demain à lire le reste, je pourrais sûrement le finir avant le 24. J'espère.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal. Je sais pas si je vais vous reprendre, j'espère vous reprendre à Noël, ouais, le 25, un truc comme ça. Comme ça, je conclue le 25, ou le 24 au soir, ou le 24, ou le 25, je sais plus. Bon, peut-être que je vous reprends le 25, je conclue le 25, et j'essaie de vous le poster dans la foulée, ce vlog. Donc voilà, je vous laisse là, on se retrouve tout à l'heure. Hello, aujourd'hui on est le jeudi 26 décembre. Je vous prends pour clôturer ce vlog. Donc Noël est passé, c'était le premier Noël de mon loulou. C'est super bien passé en famille, c'était top. Donc voilà, je voulais vous donc parler de mes lectures terminées et de mes cadeaux de Noël. De mes cadeaux de Noël, j'ai eu 3 livres cette année. Et voilà, donc je vais commencer par mes lectures terminées. J'ai donc terminé mes 2 lectures de Noël, calendrier de l'Avent, donc Secret de Santa de Sophie Jomain et 24 étoiles pour Noël de Sophie Rouvier et de Matouf. Je vais commencer par Secret Santa. Le bilan de ces 24 jours, l'histoire est un peu trop gnangnan pour moi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont aimé, mais voilà, pour moi, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. C'est trop une romance ado. Et moi, j'adhère pas du tout, du tout, du tout. Il y a quelques passages qui étaient bien, mais à part ça, j'ai pas adhéré du tout, du tout. Euh, voilà, comme on dit, comme je vous ai dit, à un moment donné, l'autrice a voulu aussi faire un peu de gens, comme on dit, avec des mots que je me disais, mais les jeunes de maintenant ne disent plus ça du tout, du tout. J'étais un peu étonnée de ça, et aussi, bah voilà, moi c'est la première fois que je lisais en fait une Sophie Jomain, je crois que j'en ai un dans ma palle. Je n'ai pas trop envie de le prendre, je vous avoue, maintenant. Parce que l'histoire est... En fait, l'histoire, c'est une jeune fille qui a de l'argent, ses parents ont réussi dans la vie. Et en fait, elle est en fac de sociaux et elle s'ennuie. Mais pour en fait lui mettre un petit coup de boost, sa meilleure amie lui dit bah vas-y, va à une association et tout. Donc elle va prendre nos jeux, elle va dans l'association pour en fait aider les étudiants en précarité. Et donc oui, vraiment, il y a la précarité des étudiants qui est mise en avant et qui ont vraiment une mise en lumière sur ça. Donc c'est pas nouveau, moi je bosse avec les étudiants, donc je sais qu'il y a une précarité étudiante, je la vois tous les jours. Et en fait, elle met en lumière ça. Bon, ça, c'est un point positif, moi, je trouve. Mais en fait, elle cache qu'elle a de l'argent. Alors, je ne sais pas pourquoi elle. Voilà, c'est dingue. J'ai l'impression que, comme on est en France, le rapport avec l'argent, on le cache et tout. Alors que c'est n'importe quoi. La nana, ça doit se voir en plus qu'elle a de l'argent. Elle doit avoir des habits de marque sur elle. Bon, bref, et en plus, c'est pas ça qui intéresse l'association. L'association, ce qui l'intéresse, c'est les gens qui aident. Et donc, il faut qu'elle cache qu'elle ait de l'argent. Et elle rencontre un mec. Bon, bref, et le mec, il est dans la précarité. Et elle tombe amoureuse. Ça fait un peu la belle clochard. Et moi, je trouve ça. Je sais pas. J'adhère pas du tout à ces histoires-là. C'est pas ma tasse de thé. Voilà, donc j'ai lu jusqu'au bout parce que pour moi c'était un calendrier de l'Avent, on me l'a offert, donc c'est sûr que j'allais le lire jusqu'au bout, mais je ne le relirai pas, ça c'est sûr, et je pense le prêter à ma soeur, et voilà. Le livre 24 étoiles pour Noël, au contraire, je l'ai beaucoup aimé, c'était vraiment pour moi c'était presque un petit conte de Noël. On suit donc les aventures des habitants de, euh, comment s'appelle la rue? En tout cas, c'est à Paris, donc c'est ça que j'aime bien. C'est un immeuble à Paris. On suit donc les habitants d'un immeuble à Paris. Et en fait, ils ont des histoires, chacun et différents. Et je trouve ça hyper intéressant. En fait, on va suivre principalement aussi le gardien qui s'appelle Bastien. Et Bastien, il va en fait renouer en fait avec Noël et il va en fait rapprocher les gens. Et j'ai trouvé ça super beau. En tout cas, pour moi, c'est un petit conte de Noël tout mignon que j'ai apprécié et que je voilà que je recommande en tout cas pour l'année prochaine. Moi je vous le recommande, il est vraiment très très beau et très très sympa. Voilà pour mes 2 calendriers de l'Avent. J'ai aussi donc fini hier Meurtre en Mésopotamie de Agatha Christie. Je trouve bilan toujours comme d'habitude. Agatha Christie nous
encore joué à un détour. Je n'ai pas vu le meurtrier, même si je m'en doutais un peu, mais pas non plus. Mais je m'en doutais un peu, mais je ne sais pas comment il l'avait fait. Et c'est ça que j'ai apprécié, et comme d'habitude, Agatha Christie m'a bluffé. Donc on suit en fait donc c'est une infirmière en fait qui raconte en fait l'histoire qui s'est passée en Mésopotamie. Et en fait elle va en fait raconter que donc elle arrive dans une mission donc d'archéologue, et elle va en fait être l'infirmière de la femme du professeur en fait du professeur de la fouille archéologique. Et en fait, cette femme-là, il faut savoir qu'elle a un tempérament très bizarre. Elle a eu un passé très trouble aux États-Unis. Et en fait, elle fait peur un peu à tout le monde. Et en fait, on la retrouve assassinée. Et Poirot arrive. Poirot était en Irak, donc pas très loin. Et Antoine, il arrive. Et en fait, il va en fait dénouer en fait l'affaire, qui est vraiment encore, comme d'habitude, superbe. Moi, j'ai adoré cette affaire. On se régale jusqu'à la fin avec Agatha Christie, mais en tout cas c'était une très très bonne lecture. Voilà pour mes 3 lectures terminées. Il faut savoir que j'avais un objectif sur Babelio. Vous savez, on peut mettre un objectif en début d'année, et c'était 80 livres, et j'ai lu mes 80 livres. Enfin, mon objectif c'était 50 livres, et j'avais fini cet objectif en été. Parce que comme j'étais enceinte et que j'étais arrêtée, je lisais beaucoup. Et j'avais en fait, ouais, je crois début de l'été, j'avais terminé cet objectif-là. Et je m'étais dit, bon, allez, je me fixe un autre objectif, 80. Et il faut savoir que l'année dernière, j'en avais lu moins, j'en avais lu, je crois, 70. Donc j'en ai eu 10 de plus cette année, donc je suis assez contente. Donc là, j'atteins mon objectif. Je pourrais ne pas lire de livres, mais c'est sans me connaître. Ce que je vais faire, c'est que je sais pas trop ce que je vais prendre. Peut-être un livre que j'ai reçu, je ne sais pas encore, mais de toute façon vous le saurez dans le prochain vlog. Donc voilà pour ma lecture terminée. Donc je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai eu pour Noël. Donc j'ai eu 3 livres. Le premier, donc c'est le dernier Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel, que j'avais pas du tout. Moi, Virginie Grimaldi, c'est une de mes auteurs préférées. Je vous avoue qu'il me tentait bien à la sortie, mais après j'ai complètement oublié. J'ai même pas lu le résumé, donc je vais découvrir avec vous. Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante. Il est rêveur et tranquille. Elle est conseillère funéraire, il est romancier. Elle vient de perdre son père, il cache sa plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance, ils ont pourtant rendez-vous. Entre 2 éclats de rire, Virginie Grimaldi crée ses instants fragiles où l'empreinte des souvenirs se mêle aux promesses d'une rencontre. Voilà. Et en plus, il faut savoir que moi, j'ai regardé un dimanche à la campagne où elle y était. Il y a, je crois, Danny Boone et Kenji Girac, je crois, qui étaient en même temps. Et donc, je l'ai découvert aussi dans un dimanche à la campagne. Et je trouve que la personnalité de Virginie Grimaldi est trop marrante. Trop marrante. Je trouve qu'on retrouve en fait tout ça dans sa plume. Donc voilà, je suis contente de l'avoir eu. Je suis pressée de le lire sortir, surtout ce roman. Les 2 autres romans, c'est 2 best-sellers que je n'avais pas dans ma palle et que tout le monde en parle, mais tout le monde en parle. Donc le premier, La femme de ménage, je pense que tout le monde en a entendu parler, de Frida McFadden, que je n'ai pas lu encore. Je vais vous lire les résumés. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare leur repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée. L'occasion de repartir de zéro, mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses, et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Je sais qu'on m'a dit qu'il était super, et que à la moitié, il devient vraiment genre addictif. Donc je suis assez, comment dire, pressée, mais aussi impatiente de savoir un peu tout ça.
Alors le deuxième, c'est aussi un autre best-seller. C'est donc La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stewart. Que je sais que j'ai entendu aussi beaucoup de bien de ce roman. Lorsqu'elle arrive à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Anna est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Mais elle possède une compétence que les nazis recherchent, elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonniers. Une mission terrible car dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont emmenés et donnés à des familles allemandes. Horrible. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leur bébé, Anna essaie d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros déportés de leur mère. C'est une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur. Et si après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leur mère pouvaient se retrouver. Ah ouais. Ah, c'est ça l'histoire. Et elle a l'air trop bien, j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, les 3 romans que j'ai lus donc, à Noël. Tu vas dire les 3 best-sellers, hein. On peut dire ça. Donc voilà, je vais donc clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, j'ai pas fait de rush, je vous ai rien montré autour de tout, mais bon. C'est vraiment 100% lecture, 100%... Voilà. Je pense monter le vlog dans pas longtemps, j'espère. Et vous le postez là aussi dans pas longtemps. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, comme d'habitude, à me dire ce que vous pensez de mes lectures et ce que vous lisez en ce moment, pourquoi pas. Je vous souhaite donc encore de belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez été aussi gâtés. Et voilà, donc je peux vous dire qu'on se retrouve l'année prochaine dans un prochain vlog. Je sais pas si je vloguerai là, d'ici là, mais je ne pense pas. Donc je préfère vous dire à l'année prochaine. Si j'ai le temps de filmer, mais j'essaierai de trouver le temps en tout cas. Et voilà, donc je vais clôturer ce dernier vlog de l'année ici.